Le Mali dispose de plusieurs plans B face aux sanctions économiques de la CEDEAO, estime l'économiste et directeur du think tank Afrocentricity. Yves Ekwe Amaïzo est notre invité. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, en fin d'année 2021, le Mali n'a pas été en mesure de s'acquitter des sommes dues fin janvier sur le marché financier sous-régional. Un premier impact négatif, déjà, on peut le dire, des sanctions de la CEDEAO. Là où vous dites que le pays dispose de plusieurs alternatives. Alors, est-ce que ça ne contredit pas quelque part vos propos? Non, pas du tout. Bon, d'abord, le sujet est un peu mal posé parce qu'on donne l'impression que c'est le Mali qui ne veut pas payer. Ce n'est pas le cas. C'est une sanction illégale d'ailleurs de l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, relayée par la CEDEAO et la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui ont décidé de bloquer en fait les avoirs du Mali. Et à partir de ce moment, l'ensemble des crédits qui viennent à échéance sont automatiquement bloqués. Donc, il faut bien préciser que c'est plutôt la Banque centrale qui, le 28 janvier 2022, d'ailleurs, a bloqué les crédits qui, d'ailleurs, étaient obtenus sur la base, ce qu'on appelle les bons de trésor du Mali, et qui, en fait, est la garantie que le Mali est un bon payeur. Et à partir de là, le problème s'est posé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau des alternatives, là, vous savez, quand vous bloquez quelqu'un sur le plan financier, il a d'abord des réserves. Donc, on faudrait voir, et j'avais estimé que c'était entre 6 et 8 mois de réserve. Deux, ils ont des partenaires qui ne sont pas nécessairement dans la zone franc que couvre la Banque centrale. Auquel cas, si on oblige le Mali à aller chercher d'autres partenaires, certains qu'ils avaient déjà bien avant, ils vont les prendre. Le Mali est un pays musulman. Donc, ça veut dire que d'autres sources vont être ouvertes. Pourquoi est-ce que vous estimez que c'est une décision illégale de la CEDEAO? Donc, sur votre question sur l'illégalité de la sanction, c'est très simple. C'est qu'il faut des textes sur le plan juridique. Il n'y a pas de texte ni au niveau de la CEDEAO, ni au niveau de l'UEMOA, ni au niveau de la Banque centrale. Ce qui veut dire que c'est une décision politique. Si c'est une décision politique, il faut se poser la question pourquoi les pays voisins du Mali montent en fait un embargo contre ce pays. Et ce sont des frères sur le plan d'organisation et de l'intégration. Donc, vraisemblablement, ce ne sont pas eux qui sont à l'origine de cette décision. Donc, il faut remonter du coup à la France. Et c'est la Banque centrale est très intéressante puisque, vous savez, le franc CFA qui est utilisé dans la zone franc, ce franc CFA, vous ne pouvez pas le convertir en une devise sans l'autorisation, la volonté, la décision de la France. Rien que celui-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Le franc CFA n'est reconnu nulle part. Il n'a pas ce qu'on appelle un pouvoir libératoire. Nulle part. Sauf avec la France. Ce qui veut dire, si la France dit non, vous ne pouvez pas convertir ces francs CFA en devises. Et c'est à partir de ce moyen de coercition que la Banque centrale peut essayer ou tenter de bloquer les avoirs du Mali. Sauf que ça oblige le Mali sur une décision d'abord illégale et de forcer d'aller chercher ailleurs. Ce qui veut dire que toute une nouvelle forme d'organisation, de paiement de ces activités va se faire en dehors du franc CFA, en dehors de la zone franc. Il y a plusieurs moyens, la compensation, payer dans une autre monnaie, on y reviendra tout à l'heure. Donc, il y a l'illégalité juridique, et d'ailleurs, je vous informe que le Mali a porté plainte officielle, et comme on doit remonter à la source, la plainte a été portée contre l'Union économique monétaire ouest-africaine, puisque les banques centrales et la CEDEAO, en gros, ne disent qu'ils ne font que suivre cette décision-là. Ce qui pose problème. C'est une décision qui aurait dû tomber en urgence dans les 15 jours. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'informations. Donc, bien sûr, des procédures vont être mises en place pour retarder, mais elle doit tomber. Qui explique d'ailleurs qu'une partie de l'argent est quand même débloquée pour payer des activités qui étaient en cours. Parce que quand vous mettez une sanction contre un pays, le Mali en l'occurrence, mais il y avait des activités en cours. Il y avait des patronats ivoiriens qui achetaient, vendaient avec le Mali. Il y avait la France qui achetait, vendait avec le Mali. Et je vous donnerai des exemples tout à l'heure avec la France d'ailleurs. Sur le plan commercial, les échanges intra-régionaux subissent en ce moment un coût au grand détriment des populations maliennes.
Oui, absolument. Mais vous savez, de toute façon, l'intégration régionale, actuellement, de mémoire, tourne autour de 16% dans toute l'Afrique et peut-être un peu plus pour la région de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est très, très faible. L'Union européenne est autour de 65 à 70% intra-régional, le continent asiatique autour de 60%, vous voyez, l'Amérique latine autour de 50-55. Nous sommes un de ces continents qui n'arrivons pas, en fait, à faire des échanges entre nous. Et il y a plusieurs raisons à cela. Bien sûr, les raisons physiques, infrastructure, communication, etc. Mais aussi tout simplement des erreurs de stratégie politique. On n'a pas voulu mettre l'accent là-dessus, et essentiellement dû d'abord à la corruption, qui est un élément fondamental qui pose problème. Mais le deuxième, nous sommes en néocolonisation pour un certain nombre de pays, notamment francophones, et donc du coup, les priorités vont vers les intérêts essentiellement d'étrangers, avant de venir vers les intérêts des peuples, qui expliquent d'ailleurs les décisions de la CEDEAO, de l'UMOA et bien sûr de la Banque centrale actuellement. Est-ce que pour ça, il n'y a pas de solution alternative? La réponse est non. Et c'est ce que je suis en train de démontrer. Et quelles sont les solutions alternatives, justement? Alors, justement, les solutions alternatives, la toute première solution alternative, avant même de parler de cela, il faut quand même savoir comment marchent un peu les échanges. L'Afrique, et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, et même le Mali, il y a une vingtaine, trentaine d'années, vraiment, nous commercions essentiellement avec l'Union européenne, pour ne pas dire la France. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons réorienté, la plupart de nos amis commerçants, industriels et autres, nous sommes réorientés vers le continent asiatique, et plus particulièrement la Chine. Ça veut dire quoi? Que le paiement que vous allez faire de ces échanges-là n'est pas obligé de passer par la France. Si la France, en plus, à travers la Banque centrale, vous interdit de transférer votre argent et de le convertir en devises, que ce soit du dollar ou du yuan ou autre chose, mais écoutez, vous allez trouver un arrangement avec votre partenaire. Donc, je vais être très simple et très concret. Vous avez un échange entre le Mali et la Russie, entre le Mali et la Chine. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire le Mali doit exporter du coton. Par exemple, très très bien, et en retour va recevoir des biens d'équipement ou des avions militaires ou tout simplement de l'alimentation pour ce qui est par exemple du blé ou d'autres céréales. Très bien. Mais comment vous allez payer ça? Puisqu'aujourd'hui, il y a un embargo sur cet argent officiellement. Mais la Russie ou la Chine va dire aux Maliens, écoutez, nous allons faire ce qu'on appelle une écriture comptable. Ils vont estimer quelle est la valeur de ces échanges dans leur monnaie à eux, le rouble, ou bien le yuan, et à partir du moment où ça a été inscrit, le Mali va faire la même chose dans cette monnaie-là, pas du tout en francs CFA. Et ils vont faire des compensations. S'il y a un surplus du côté russe ou chinois, mais ça va être inscrit. Si vous le souhaitez, vous le payez. Mais ce qui va se passer, les échanges vont continuer. Donc, il suffit de les inscrire et régulièrement de faire le point. L'idéal serait que ces échanges soient équilibrés, que les balances commerciales, les balances des paiements soient équilibrées. Ce n'est pas toujours le cas. Et si ce n'est pas le cas, vous rentrez en déficit, mais même le déficit peut être compensé par telle ou telle forme d'échange. Ça, c'est la première chose la plus simple qui risque même de fonctionner. La deuxième, je l'ai dit plusieurs fois, nous ne connaissons pas bien les richesses de notre sous-sol africain. Et donc, j'avais proposé, et bien dit plusieurs fois, regardez les cartographies du sous-sol malien, pour prendre cet exemple-là, et n'allez pas écouter les cartographies venant notamment du monde occidental. Prenez les cartographies, soit venant de la Chine, soit venant de la Russie, voire même de l'Inde, et vous allez découvrir beaucoup de choses qui n'étaient pas connues, notamment des matières très intéressantes qu'on appelle les métaux rares. Je vous informe que l'Union européenne est dépendante à 99% des métaux rares. Et nous les avons en Afrique, et vous les retrouvez en Russie, en Chine, etc. C'est avec ça qu'on fait les téléphones portables, qu'on fait tout ce qui est aéronautique, qui fait tout ce qui est dans l'armement, etc. Donc, vous voyez bien qu'une forme de dépendance est en train de naître, dont les gens ne sont pas encore conscients, qui peut d'ailleurs expliquer toute cette petite guerre qui se fait sous couvert de terrorisme parfois en Afrique. Mais concernant, c'est un exemple. Concernant les écritures comptables dont vous parliez, donc ce sera une sorte de crédit, puisque les fonds disponibles. Le crédit, oui, si vous n'êtes pas équilibré. Si, par exemple, vous avez un déficit par rapport à moi, oui, je vous fais un crédit, découvert bancaire ou un simple découvert.
Mais de toute façon, les échanges vont continuer. Le Mali va continuer à vendre autre chose. Mais vous pensez que parlez du coton, mais le coton peut-être. Le coton n'est peut-être pas le plus intéressant. Je vous parle des métaux rares, parce que c'est ça qui va être très intéressant. C'est ce qui est rare qui est très cher. Donc, ça, le Mali va le vendre extrêmement cher. Puis le Mali de l'or. Donc, il y a un certain nombre de réserves. Sachez aussi que le fait que le système européen lui-même commence à poser des problèmes, les Américains étant endettés jusqu'au cou, le système du dollar lui-même pose problème. Beaucoup de pays sont en train de réfléchir à revenir à ce qu'on appelle l'étalon or, c'est-à-dire que votre banque centrale ait de l'or en garantie. Et comme ça, s'il y a un problème, vous allez payer en or. Et si aujourd'hui les Américains n'en veulent pas ou les Européens n'en veulent pas, depuis 1971 avec le président Nixon, d'autres pays ne sont pas du tout d'accord avec ça. La Russie, la Chine et bien d'autres encore. Vous voyez? Donc les garanties pour pouvoir obtenir les crédits, pour le Mali en tout cas, vont être là. D'abord rien qu'avec l'or, et je vous dis avec tout ce que vous allez avoir en sous-sol. Il y a un troisième élément qui est important. J'ai dit tout à l'heure, le Mali est un pays musulman. Un pays musulman veut dire que vous avez des arrangements avec un certain nombre de pays musulmans. C'est vrai que le terrorisme djihadiste vient d'un certain nombre de ces pays musulmans, mais en même temps, c'est plutôt dans le secteur privé. Le secteur officiel public, mais peut vous octroyer des prêts. Et ça se fait dans ce qu'on appelle la finance islamique. C'est une finance dans laquelle, normalement, entre frères musulmans, vous n'avez pas de taux d'intérêt usurier. Pour être très clair, vous ne volez pas le voisin. C'est très important. Et ça veut dire quoi? Que là, les crédits dont vous parlez, ben, ils vont affluer. Il y a un certain nombre de conditions ici et là, il faut augmenter le nombre de mosquées, etc. Mais tout ça, ça se discute. Et en tout cas, ça n'a pas de conséquences, si vous voulez, de blocage, au contraire. Donc, il y a des alternatives qui vont apparaître et qui vont nécessairement accélérer la volonté d'un certain nombre de pays, finalement, de quitter la zone franc et le franc CFA. Je vous informe d'ailleurs qu'un pays voisin qui n'est pas du tout partie prenante à ces sanctions, qui s'appelle la Mauritanie, était membre de la CEDEAO, était membre de franc CFA, donc la zone franc, et l'a quitté avec beaucoup de succès. La Mauritanie, aujourd'hui, n'utilise plus le franc CFA et s'en porte extrêmement bien. Dernière question, est-ce que le Mali pourrait sortir de la zone CFA? Bien sûr. Maintenant, vous savez, on ne peut pas mener tous les combats en même temps. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs étapes. Il y a la souveraineté d'abord territoriale, militaire, je crois que c'est le combat principal, et il y a la souveraineté économique financière qui va suivre. La Mauritanie était en paix quand elle s'est lancée dans la recherche de sa souveraineté monétaire et financière, et elle est sortie de la CEDEAO, elle est sortie du franc CFA. Mais elle était en paix, c'est un pays qui n'avait pas de sanctions. Aujourd'hui, nous avons un pays qui a d'abord des sanctions. Donc, il faut d'abord mener ce combat pour avoir l'indépendance territoriale et en même temps commencer à penser. Mais il y a la situation intermédiaire. Vous trouvez des arrangements de compensation avec vos différents partenaires. D'ailleurs, le Mali n'a jamais dit qu'il ne voulait pas payer. Le Mali a bien dit à tous les créanciers que si la Banque centrale continue à ne pas vous payer, vous les contactez en bilatéral d'abord, vous trouvez un nouvel arrangement bilatéral, c'est-à-dire que vous allez certainement faire des crédits en leur disant, une fois que la sanction est terminée, vous serez payé puisque l'argent est déjà là-bas de toute façon. Sinon, si vous êtes pressé, alors on va trouver un arrangement en passant par ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la zone franc. Alors pour répondre à votre question, oui, je pense certainement que ça va se faire sur un moyen long terme. Maintenant, ça suppose que ce genre de gouvernement qui est là aujourd'hui au Mali continue sous telle ou telle forme dans le futur. Parce que les réactions et les réactionnaires africains, pour ne pas dire certains, même aller très loin, les gens qui travaillent contre l'Afrique sont nombreux, notamment au niveau de ce que j'appelle, moi, l'environnement décisionnel africain. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a une dissension entre ce que veut le peuple africain dans chacun des pays qui nous concernent et la direction. C'est pour ça qu'on parle de syndicats, de chefs d'État, des choses comme ça. Parce que ce que souhaitent ces chefs d'État n'est pas nécessairement ce que souhaite le peuple. Je vous rappelle que la CEDEAO était fondée d'abord sur le développement, communauté économique de développement. Est-ce que vous savez qu'ils ont supprimé le mot développement et que ça s'appelle seulement communauté économique des États aujourd'hui? Le mot développement a sauté, n'existe plus. Donc ne vous posez pas de questions quand la CEDEAO n'est plus intéressée par le développement en tant que tel, mais défend des intérêts de ceux qui sont autour de la décision. Et il suffit d'exclure celui qui n'est pas d'accord, c'est-à-dire le Mali, et puis on continue à travailler tranquillement. Mais, je reviens, c'est illégal. Et donc, on va voir si les textes vont sortir, on va voir si l'Afrique a le courage, sinon c'est de la lâcheté pure, c'est la lâcheté politique.
Yves Ekwe Amaïzo, merci. C'est moi. Très bonne journée. Merci. À vous, pareil. Au revoir. Au revoir.